بسم الله السلام عليكم. والله ما نعرف واش انا على صواب او العكس. علاش قلت لكم هذا الشيء هذا؟ على حقاش غادي نسمعكم واش قال واحد المروكي عايش في فرنسا، وكل شيء المغاربه عارفينه وعارفين الميولات ديالو وعارفين علاش هرب من المغرب الى اخره، وعارفين كذلك شنو دار. المهم والاهم هنايا هو الرد ديالو على اسئله صحفيه من تي في 5 اللي صيداتو، او يمكن هو اللي تعمد يجاوبها بديك الطريقه. في الاول سولاتو على زياره ماكرون للمغرب، وبدا كيسرسر ودخل بيغاسوس واتهم المخابرات المغربيه بالتجسس على ماكرو، رغم ان قصر الاليزي لحد الساعه ما قال والو، ما صرح بوالو. وقال لها بان بعض الجرائد القريبه جدا قال لها من النظام كانت كتشتم ماكرو وتدخلت ليه حتى في اموره الشخصيه الى اخره. وزادت الصحفيه ودخلت ليه المهدي بن بركه وتكلم على قمع الصحافه وحقوق الانسان وبزاف ديال الحاجات. ودابا غير قولوا لي ما علاقه هذا الشيء بزياره ماكرو للمغرب؟ المهم سمعوه. Et de cette deuxième journée de visite d'Emmanuel Macron au Maroc, on continue à en parler avec le journaliste et enseignant en relations internationales, Aboubakr Djamaï. Bonsoir. Comment a été perçue par les Marocains cette visite d'Emmanuel Macron après 3 années de brouille? Je pense que la perception est d'abord la réconciliation, mais aussi un sentiment d'euphorie, peut-être même de victoire. Puisque dans l'esprit de beaucoup de commentateurs marocains proches du régime, la France a en quelque sorte plié, puisque maintenant la France reconnaît de façon tout à fait directe la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud ou sur le Sahara occidental. Mais je pense aussi que il devrait prévaloir un sentiment un peu d'apaisement, puisqu'on était arrivé en termes de crise à un niveau de confrontation qui a été rarement connu dans l'histoire récente entre la France et le Maroc. Alors, oubliez aussi, du coup, la crise des visas. Beaucoup de choses sont oubliées, hein. La crise des visas, le Pegasus, le président Macron qui se fait espionner très probablement par les services marocains. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées. C'est peut-être pas. Enfin, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'une presse très proche du pouvoir a attaqué le président Macron même dans sa vie privée. On l'a oublié il y a quelques mois de cela. Donc tout cela est oublié. Je dirais heureusement que c'est oublié, mais en même temps au plus fort de la crise, je pense qu'on a été un peu trop catastrophiste. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il faille être trop triomphaliste, parce que je pense qu'il y a des dynamiques structurelles très importantes et profondes qui font que la tonalité du discours du président Macron, à mon avis, ne sera pas nécessairement soutenue par les faits à l'avenir. Alors, vous parliez tout à l'heure de la question du Sahara occidental. Il y a aussi l'alliance économique et les 10 milliards de contrats signés. De quoi creuser encore un peu plus ce fossé avec l'Algérie? Oui, certainement. Je pense qu'aujourd'hui à Alger, le sentiment ne doit pas être à la joie et au bonheur. Et je ne pense pas que la France soit remontée entre guillemets dans l'estime de la diplomatie algérienne aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des dimensions encore plus profondes que par rapport à l'Algérie. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la volonté de la France à travers le président Macron de réellement raccrocher le wagon marocain à la locomotive européenne. Or, je pense que ça ne sera pas aussi facile que cela, parce qu'un coup d'œil aux traités commerciaux et aux grandes opérations d'investissement et commercial aujourd'hui du Maroc à l'international font voir qu'il y a une véritable diversification du portefeuille marocain, notamment vis-à-vis de la Chine. Et on a bien senti dans le discours du président Macron que la Chine était visée comme étant une de ses puissances, avec la Russie très certainement au Sahel, qui venait perturber presque l'ordre mondial. Alors, dans ce long discours d'Emmanuel Macron, pas un mot non plus sur l'affaire Mehdi Ben Barka. L'opposant avait, je le rappelle, disparu en 1965 à Paris. Son fils, Bachir Ben Barka, a profité de la visite du président français à Rabat pour demander l'exécution des commissions rogatoires internationales au Maroc et la levée du secret défense en France sur la disparition de son père. Est-ce un déni de la part d'Emmanuel Macron ?
Totalement. Écoutez, très franchement, le discours du président Macron a véritablement, on avait même l'impression que ces grands paramètres ont été soufflés par un attaché de presse de l'ambassade du Maroc. J'exagère à peine, puisque ça a vraiment touché les points sensibles pour la monarchie marocaine et pour le régime marocain. Il n'y a pas eu une seule note dissonante, j'allais dire, une seule note, pas une seule référence aux droits de l'homme, pas une seule référence à ce qui se passe au Maroc en termes de liberté de la presse qui est dans un état qui reste assez catastrophique. Donc clairement, la France est aujourd'hui dans une phase d'apaisement vis-à-vis du Maroc qui, à mon avis, reflète aussi le déclin de la France en Afrique. Aboubakr Jamaï, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste. وغادي تلاحظوا معايا جواب واحد الفرنسي على صحفية أوروب 1 وشوفوا الفرق في الثقافة وفي العلم وفي الأجوبة والصراحة وتجنب الكلام الجارح، وكيف تكلم على المغرب وملوك المغرب. وذكر الصحفية كذلك أن حكام الحاضرة يعني حكام الجزائر هما اللي محتاجين فرنسا، بمعنى أن المغرب ما محتاجهاش حتى لذاك الحد. زعما المغرب ما محتاجش كاع فرنسا حتى كاع لديك الدرجة. إيوا نسمعوه. François-Olivier Gisbert. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci de votre présence. C'est votre grande interview sur CNews et Europe 1. Éditorialiste, écrivain, vous êtes l'auteur notamment de la trilogie à succès sur l'histoire intime de la Ve République. Une histoire forcément ponctuée par des voyages présidentiels. C'est le cas en ce moment du voyage au Maroc du président Emmanuel Macron entouré de nombreux ministres, accompagné d'une surprenante délégation. Je vous ferai réagir à une présence en particulier dans quelques instants. Mais tout d'abord, les enjeux, François-Olivier Gisbert. Une moisson de contrats. Est-ce que c'est aussi l'occasion, ce genre de déplacement, de faire avancer les choses, notamment, par exemple, sur le sujet de l'immigration, les fameuses OQTF, Bruno Retailleau y tient particulièrement? Oui, mais enfin, il y a autre chose aussi. Il était temps de rétablir des relations normales avec le Maroc. Depuis qu'il est arrivé, Emmanuel Macron faisait comme s'il y avait qu'un seul pays dans le Maghreb. En gros, c'est l'Algérie. Bon, il n'avait pas compris une chose absolument fondamentale, c'est que les dirigeants algériens ont besoin de la France. Ils ont besoin de la France comme bouc émissaire pour expliquer que c'est à cause de la France que l'Algérie en est là, malgré son gaz, malgré son pétrole. L'Algérie n'est pas en très bon état économiquement. Et donc, c'est normal aussi de s'intéresser à ce pays qui a toujours été, enfin jusqu'à présent, tous les dirigeants politiques français, tous les présidents, ils ont toujours fait en sorte, voilà, d'entretenir des relations avec les deux. Le Maroc existe, le Maroc est un grand pays, c'est quand même 37 millions d'habitants, c'est une richesse nationale par habitant qui est pas loin de celle de l'Algérie, c'est à 5000 $, vous voyez, ils sont pas loin de l'Algérie, et par habitant, c'est pas beaucoup, mais c'est un pays pauvre. Mais c'est un pays qui travaille, c'est un pays qui innove, c'est un pays qui invente, c'est, bon, donc il enfin, il a découvert que le Maroc existait. Il suffit d'une visite, d'un déplacement pour oublier l'humeur de la glaciation de cette période et tout cela, oui? Enfin, vous me direz, mais attendez, ça fait 7 ans. 7 ans sans relation, pratiquement. Tout ça parce que, quand il est arrivé, il a cru qu'il allait pouvoir, effacer des dizaines d'années d'histoire entre la France et l'Algérie. Non, mais c'était complètement infantile. Et faut bien voir que c'est un pays qui compte, c'est un pays important, avec des dirigeants politiques, je pense notamment à cette dynastie incroyable entre Mohamed V, Mohamed VI, maintenant, et puis Hassan II, qui était un personnage fascinant. Moi, je vous avez bien connu, bien sûr. Oui, bien sûr, et qui était, qui avait une culture folle. Enfin, ce sont des grands personnages. Il est temps d'y aller, évidemment, parce que le Maroc, c'est une partie de la France. Et vous parliez justement de l'immigration. Hassan II, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas il y avait pas de tabou à parler de ce sujet-là. Est-ce que c'est l'occasion d'une telle visite? Le ministre de l'Intérieur devrait vouloir faire avancer ses pions, mettre sur le devant de la scène les fameuses OQTF. Est-ce qu'un tel voyage peut permettre de faire avancer les choses? Je crois pas. Ça se passe pas pendant les voyages. Mais les voyages, en tout cas, c'est important parce que ça veut dire, voilà, c'est fini. Cette espèce de bouderie absurde, enfin, du fait de la France, parce que je pense que on a maltraité le Maroc, je le pense profondément. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de grands. Je pense par exemple Tahar Ben Jelloun, le romancier, a écrit des papiers très sévères sur la politique de Macron à l'égard du Maroc. C'était pas normal. دابا غادي نرجع عاوتاني للصحفيه ديال تي في 5 ولكن هاد المره مع فرنسيه وسمعوها حتى هي اشنو قالت باش يبان لكم الفرق بين خوتنا وبين اللي ماشي خوتنا. سمعوها.
Et on prend tout de suite la direction de Rabat où l'on retrouve notre correspondante Maude Ninove. Maude, plusieurs volets ont évidemment été abordés. Sur le plan économique, la France et le Maroc ont conclu des contrats et accords allant jusqu'à 10 milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors 10 milliards d'euros d'investissement, effectivement, c'est le montant de ces accords qui ont été signés ces jours-ci entre la France et le Maroc. Alors il y a essentiellement deux secteurs, l'énergie et le transport. Le transport tout d'abord est ferroviaire. La ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca, inaugurée d'ailleurs en 2018 par Emmanuel Macron lui-même, va s'étendre jusqu'à Marrakech. Et ce sont deux sociétés françaises qui vont réaliser cette extension. Il y a ensuite l'aéronautique, avec la mise en place d'un nouveau centre de maintenance pour la réparation des moteurs d'avion. Et il y a également des accords signés sur les ports au nord du Maroc avec le grand port Tanger-Med. Alors, concernant l'énergie maintenant, eh bien, ce secteur à lui seul concentre plus de la moitié des investissements qui ont été signés. On a parlé de la filière marocaine de l'hydrogène vert avec un projet chiffré à 2 milliards d'euros. Il y a également la production d'e-carburant, un méga projet français à 5 milliards d'euros. C'est le plus important. Et puis aujourd'hui, une grande annonce du groupe Veolia pour le dessalement de l'eau de mer. Ce projet de dessalement sera le plus grand d'Afrique et le plus grand à l'échelle, le deuxième plus grand, à l'échelle mondiale. Alors, ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est que les principales sociétés françaises du CAC 40 ont signé ces derniers jours des accords avec le Maroc. ايوا هادشي اللي كاين ولا هادشي اللي عطا الله. دابا هاد المغاربه هادو اللي كيهربوا من المغرب كيبقاو غير كيطيحوا بمعنويات البلاد هو وكيحسب لهم راه عمرهم ما غاديش يرجعوا، ولكن واحد النهار غادي يرجعوا، راه الوقت كيدور. شي نهار توقع شي مصيبه في البلاد اللي هما فيها ويجريو على كلشي، على كل من لا ينتمي لبلدهم اصل عن فصل، وديك الساعه هربوا لبلاد اخرى. على حقاش ما خليتوش البلاصه ديالكم نقيه في بلادكم المغرب؟ صافي ياك هربتوا ما داروا عليكم لا الانتربول لا حتى شي حاجه، ما ديكلاراو بكم حتى شي حاجه، وصلت عند بين نساو شويه البلاد حتى نتوما اتقوا الله شويه في نفوسكم وبركه ما تبقاو تعايروا في البلاد. حتى شي واحد ما كيدير هادشي الا المغاربه، الله يستر. حسبي الله ونعم الوكيل.